Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Vous conduisez, vous prenez l'autoroute? Alors je prends l'autoroute mais je ne conduis pas, moi je paye. Voilà, vous payez comme beaucoup de Français. L'autoroute, sujet inflammable s'il en est. On va en parler à l'occasion de la diffusion ce soir d'un complément d'enquête, d'une enquête justement, péage super profit, nos trop chères autoroutes. Les deux journalistes qui ont réalisé ce sujet sont avec nous. Lilia Melconian, bonjour, et Rola Tarsisi, bonjour. Vous avez donc, et avec vos camarades de Marianne, qui ont participé au dossier, qui suivent le dossier des autoroutes depuis très longtemps, enquêté sur ce sujet qui passionne les Français. On va voir, est-ce qu'il y a un scandale des autoroutes? Est-ce que l'État s'est fait avoir? C'est un petit peu à toutes ces questions auxquelles vous répondez. On voit comment sont fixés les prix. On a aussi quelques petites astuces. Moi, j'ai découvert qu'en sortant de l'autoroute et en rentrant tout de suite, on payait moins cher. C'est assez incroyable. On va en reparler dans un instant, mais tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, il est 23h quand les premières émeutes démarrent dans plusieurs villes, dont Nanterre évidemment. BFM s'est mis tout de suite en édition spéciale et on vivait en direct les émeutes. Les émeutes. On les vivait en direct. Voilà, on a un réalisateur Il est 23h quand les premières émeutes démarrent. Et alors que l'on voit les pompiers intervenir ce soir à Nanterre, on va retrouver là aussi une équipe de BFM TV sur place avec une situation qui, à en croire ces images, est devenue extrêmement tendue. Oui, écoutez, c'est une soirée particulière, Maxime, parce qu'en fait, jusqu'à 23h30, tout était très calme. On a sillonné les rues de Nanterre, les différents quartiers, et c'est vrai que la présence des forces de police était impressionnante, mais c'est vrai que c'était très calme. Et puis à partir de 23h30, dans le quartier du Vieux-Pont, on a assisté là à un véritable déluge en fait de tirs de mortier. Ça s'est joué vraiment en quelques secondes. Et puis à la suite de ces tirs de mortier, ce sont des véhicules qui ont été mis en travers de la route et qui ont été incendiés. C'était fascinant à regarder, parce qu'on vivait ça vraiment en direct. Vous avez vu comme à France 2, on a des bugs. C'était pas un peu pour vous rendre hommage. Ça arrive. C'est les aléas du direct. Hier avait lieu la réunion de Reporters sans frontières pour soutenir la grève du JDD. Grève suite à l'arrivée à la rédaction en chef de l'ancien directeur de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune. C'était un sujet dans le 20h de France 2. Les journalistes du JDD sont en grève. Ils étaient réunis ce soir à Paris pour expliquer leur combat. Ces journalistes s'opposent à l'arrivée d'un nouveau patron à la tête de la rédaction, Geoffroy Lejeune, un journaliste marqué à l'extrême droite. Avec la nomination de Geoffroy Lejeune, le journal du dimanche ne peut que devenir un journal d'opinion, et pas n'importe quelle opinion. Il faut savoir que Geoffroy Lejeune, quand il était à la tête de Valeurs Actuelles, le journal a été condamné pour injure raciste envers la députée Danielle Obono. Nous, c'est des choses qui nous inquiètent. On se demande en fait au quotidien comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur certains sujets. Oui. Alors si Tristan Valek a été remplacé par Geoffroy Lejeune, vous resteriez à complément d'enquête? Au minimum, on ferait grève. Au minimum. Ah, au minimum. Ouais. Et vous? Non, c'est compliqué comme sujet, c'est intéressant. Quand une rédaction est en train de changer, elle évolue, il y a des inquiétudes. Moi, je suis une ancienne d'ITélé, donc à l'époque, quand CNews, quand ITélé est devenu CNews, j'étais déjà à France 2, mais je voyais bien toutes les inquiétudes qui ont fini par être justifiées, on va dire, confirmées. Le changement de ligne éditoriale, c'est toujours quelque chose de très inquiétant, surtout quand on est à un monument comme le JDD et qu'on a un personnage aussi clivant, on va dire, que Geoffroy Lejeune. Moi, je l'avais interviewé dans le cadre d'une enquête qu'on avait fait pour compléter l'enquête sur Éric Zemmour. C'est quelqu'un de très engagé politiquement, donc je pense que la question, elle est intéressante, et je comprends que les journalistes aujourd'hui expriment leurs inquiétudes. On a le droit aussi d'exprimer les inquiétudes. Et quand on dit que France Télévisions est une télévision de gauche, vous êtes d'accord? Vous qui êtes en interne? Je demande à ce qu'on me le prouve, parce que moi je suis aux conférences de rédaction régulièrement du 20h, du 13h à complément d'enquête, et je peux vous dire qu'il y a toutes les opinions qui sont partagées. Il y a souvent des débats parfois houleux, donc ça veut bien dire qu'on est dans un juste milieu. Moi je sais qu'on on pointe du doigt souvent que c'est une rédaction de gauche. J'aimerais bien qu'on me le prouve, parce que moi de l'intérieur je peux vous dire que les débats prouvent qu'il y a justement de tout.
Les personnes de gauche nous disent qu'on est de droite, les personnes de droite nous disent qu'on est de gauche. C'est la meilleure, preuve de neutralité. Ouais. Mais France 2 moins peut-être que Radio France. Ah ben, prouvez-le nous. Voilà. Alors, à Marseille, on sent bien qu'on est sur la fin du 19-20. Vous savez que le 19-20 va s'arrêter. Alors, le journaliste était en extérieur, les pieds dans l'eau. Alors, je ne sais pas si c'est la chaleur ou le pastis, mais on est dans le 19-20. Il a complètement craqué. Une séquence savoureuse repérée hier dans C'est à vous. Et le Julien Bugier marseillais se sent tellement à l'aise sur son rocher qu'à la fin de son JT, il s'est lancé dans un édito venu de l'espace. Je rappelle que c'est un journal. Voilà, c'est terminé pour notre édition Marseille. C'est difficile de discuter musique avec les jeunes parce que franchement, ils y comprennent rien. À part Joule, mais il n'y a pas que Joule dans la vie. Il y a aussi la musique, la belle musique, le jazz, la quintessence du jazz. Quelle quintessence? Moi, c'est Marseille, bébé, c'est tout. Oh, fan de Chine. Le président de la République, il pourra donner tous les milliards qu'il veut, faire tous les plans, le 1, le 2, le 4. Ça changera rien. Qu'est-ce que vous voulez? Couillon ils sont, couillon ils restent. C'est pas avec ça qu'on va gagner la Coupe de Gambardella. En fait, c'est quelque chose. Monsieur le Président, je sais pas moi. Allez, restez avec nous pour la suite de l'actualité. Ça a été repéré par Bertrand Charmeroy et c'était dans le 19-20 d'hier. Vous êtes triste, vous allez vous mettre en grève pour que le 19-20 revienne? Écoutez, c'est sûr que c'est pareil. Bien fait de venir. Non, mais finalement, vous voyez, c'est exactement ce que ça raconte pour le JDD. C'est toujours inquiétant quand une rédaction change, elle évolue, les décisions sont prises par la direction. C'est des journaux historiques de France Télévisions. Il y a quand même des millions de téléspectateurs qui regardent le 19-20 tous les soirs. C'est normal que les journalistes qui ont travaillé pendant des années se mobilisent pour dire au revoir. Et puis le changement, c'est toujours inquiétant, quel que soit l'environnement, que ce soit dans les médias ou dans les rédactions. Et puis des journaux qui disparaissent, c'est toujours... Mais puis il y a l'inquiétude aussi sur effectivement des potentielles suppressions de postes ou des choses comme ça. Il y a aussi ça qui... Mais d'un autre côté, c'est bien d'évoluer aussi et peut-être de se moderniser. Et c'est ainsi va la vie, non? Oui, ainsi va la vie. La question, c'est comment. Nous restons dans le monde impitoyable de la télévision. Mais oh là là, mais comment il est bien enchaîné ce impitoyable. Incroyable. Bravo, il y a parfois de belles histoires. Vous avez fait des progrès cette année. On arrive en fin de saison, c'est bien amené. Ah oui, vous êtes comme Cyril Hanouna, c'est le conseil de classe. C'est le conseil de classe. Très agréable. Merci. Merci beaucoup. Ils se sont rencontrés devant nous, ils se sont aimés devant nous, ils se sont séparés devant nous. Hier, ils se sont réconciliés devant toute la France. Paul Elkarat est réapparu dans les 12 coups de midi et est tombé dans les bras d'un Jean-Luc Reichmann, heureux que leur brouille soit un lointain souvenir. C'est beau. Mesdames et messieurs, Paul est avec nous. Je voulais juste te féliciter pour le parcours que tu fais extraordinaire, aux côtés de Laurent, qui est un ami, Laurent Ruquier, aux grosses têtes, pour les bouquins que tu écris, ce documentaire que j'ai vu, ce parcours que tu fais, ça me fait vraiment super plaisir. Je suis content que tu réagisses au documentaire, merci. Voilà. C'est intéressant comme ça. Ça a fait l'actualité média. Excusez-moi d'être dans l'actualité média, c'est parce que vous ne regardez pas, oh là là. Et puis, incroyable, Elton John, qui a 76 ans, hier et avant-hier même, a enflammé et bluffé Bercy. Moi, j'avais mes copains Nono et François qui étaient là-bas, donc c'est le son que vous allez entendre. Donc, direction Bercy. Merci François et Nono. Le son de la fin. Non, le son de la fin. Bah oui. Voilà, Elton Vous John. n'aimez pas Elton John? Si, j'aime beaucoup Elton John. Elton John qui a donc fait ses adieux hier. Qui est en meilleure santé que Madonna. Oui, absolument. Vous voulez qu'on fasse une rubrique et Michael Jackson, comment il va? Non, il va pas bien. Allez, on se retrouve pour parler d'un sujet beaucoup plus sérieux, plus préoccupant. On va prendre vos sous. Et qui, à la veille des vacances, va vous intéresser et vous concerner. Ce sont les autoroutes. Sont-elles trop chères? Comment sont gérées ces autoroutes? Comment est géré l'argent, les super profits? On en parle et vous pouvez évidemment réagir sur le Facebook ou YouTube de Sud Radio. Merci, à tout de suite. Sud Radio Média, les invités du jour. Alors, les invités du jour, ce sont deux journalistes talentueuses, Lilia Melconian et Rola Tarzisi. Voilà, comme si impératrice. Voilà, bon, complément d'enquête ce soir, 23h. Péage super profit, nos
entre parenthèses, trop chères autoroutes, sont-elles trop chères? Vous avez enquêté, c'est un document absolument passionnant parce qu'on apprend énormément de choses, encore une fois, sur la façon dont les tarifs sont fixés, sur l'augmentation des prix qui n'est pas la même partout, sur ces patrons d'autoroutes qui sont un peu omnipotents. 2 milliards de bénéfices. De bénéfices, de profits. Peut-être cette enquête, comment est-ce qu'elle a été plus compliquée que les autres affaires? Donc dans complément d'enquête, parfois vous touchez toujours à des sujets très sensibles. Est-ce que celui-ci a été plus compliqué à réaliser? Alors elle a été compliquée par sa technicité. Ouais. Parce qu'il y a énormément de chiffres, les chiffres disent pas la même chose, la Cour des comptes prend pas les mêmes chiffres que l'inspection générale des finances, qui prend pas les mêmes chiffres que l'autorité de régulation des transports. Donc évidemment, voilà, c'est plus sur la manière la plus habile de manier les chiffres et de finalement savoir quoi leur faire dire. Ouais. Mais pas de pression, pas de... Non. Enfin, pas de pression. On a rarement des pressions. Hein. Alors, globalement, la question que se posent tous les Français, est-ce qu'on a bradé nos autoroutes et est-ce que l'État aurait mieux fait de garder ces autoroutes parce que c'est une manne financière incroyable? Alors, c'est vrai que dans le doc de ce soir, vous verrez qu'on a réussi à avoir tous les acteurs de premier plan qui nous racontent un peu la coulisse de ces discussions et de cette privatisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes, parce qu'on n'a pas privatisé les autoroutes. Elles appartiennent toujours à l'État. On a juste privatisé des concessions. Voilà, on a privatisé la gestion, les entreprises qui les gèrent. Et donc on a, c'est assez cocasse, Jean-Pierre Raffarin et Gilles de Robien qui, avant la privatisation de ces sociétés concessionnaires, nous racontent pourquoi il n'aurait pas fallu privatiser. Qu'effectivement, ils avaient fait des études et que ces études montraient que quelques années plus tard, ces sociétés allaient devenir extrêmement rentables. Sauf que Jean-Pierre Raffarin, une fois qu'il tranche, on ne privatisera pas, arrive Dominique de Villepin avec ce dossier qui lui colle encore jusqu'à aujourd'hui, ce reproche qui lui est fait en permanence d'avoir bradé. Alors lui dit non, c'était le juste prix, on a vendu à 4,8 milliards et puis on a fait estimer par différentes autorités le juste prix, c'était celui-ci. Ce chiffre est extrêmement contesté, il a été contesté par la suite par différents rapports, la Cour des comptes, voilà. Il aurait fallu les vendre un peu plus cher. Pourquoi l'État n'est pas capable de gérer les autoroutes? Pourquoi il a fallu confier ça à des sociétés privées? C'est aussi une des questions. Alors à l'époque, la priorité de Dominique de Villepin, c'était de désendetter l'État. Donc lui, il ne s'est pas posé de questions, il fallait revenir à l'équilibre. Donc il a vendu les sociétés concessionnaires d'autoroutes. C'était vraiment sa priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas gérer, même si lui dit dans l'interview, il me raconte que l'État est incapable de gérer ses autoroutes, ses écoles, les hôpitaux. Et donc garder la gestion des autoroutes, ça aurait été encore plus compliqué pour l'État. Bon, ça fait débat. Évidemment, mais voilà, sa priorité à lui, c'était vraiment désendetter, et il assume encore totalement cette privatisation. Il ne le regrette pas. Est-ce que ça fait baisser nos impôts, les autoroutes? Parce que c'est censé à chaque fois désendetter l'État. Oui, mais après on dit que nos impôts payent les écoles, les autoroutes, etc. Et donc maintenant qu'il n'y a plus les autoroutes, est-ce que ça a joué sur les impôts qu'on suivit? Il faut savoir que les autoroutes, la particularité des autoroutes, c'est qu'elles sont payées par les usagers et non pas par le contribuable. C'est-à-dire que celui qui n'utilise pas l'autoroute, en fait, ne participe pas à son entretien et à son financement. L'usager paye le péage, c'est le péage qui finance tout ça. Donc aujourd'hui, ça ne coûte pas moins cher ou plus cher à monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment l'usager qui participe. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un racket? Ça commence comme ça, hein, votre reportage. Alors en fait, c'est les usagers qui disent ça, en fait, et qui se mobilisent. Hein. Vous avez des gens qui vont au péage, on voit, eux, ils disent c'est un racket. C'est-à-dire que sur des petits tronçons, des gens qui sont obligés d'emprunter ce tronçon tous les jours, ça leur revient très très cher. Alors effectivement, ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'on doit payer pour prendre des routes. Et il y a quelque chose de très contre-intuitif. Ils se disent mais voilà, nos impôts ont servi à les financer. Pourquoi est-ce qu'on paye tous les jours? Et là, en l'occurrence, c'est pour aller travailler. Franck Guéville, par exemple, la personne qui est dans la séquence du début, nous dit mais voilà, moi, ça m'énerve, et il est très en colère. Ça l'irrite même physiquement de prendre le péage. Donc quand je lui dis mais vous voudriez que ce soit gratuit, il me dit non, rien n'est gratuit. Mais en fait, je ne supporte pas l'idée que ça aille dans la poche des actionnaires. Si jamais ça allait dans la poche de la collectivité et que finalement on pouvait avec financer les écoles, les hôpitaux, les retraites, enfin finalement la société, ça ne le dérangerait pas. Mais il disait rien que l'idée de me dire que ça enrichit les actionnaires et que finalement prendre les routes c'est un service public, c'est insupportable. Et effectivement 3,9 milliards de bénéfices pour les trois sociétés. Colossal.
colossal. 2021, et l'État vient d'accepter donc cette hausse de 4,75 en moyenne. Et le chiffre est très intéressant et vous le détaillez, c'est que c'est en moyenne. Alors c'est ça. En moyenne. Alors justement, c'est un savant calcul. 4,75%, c'est pour 2022. Donc ça était effectif au 1er février. Donc 4,75%, ça a été fixé de manière assez simple. C'est 70% de l'inflation plus les éventuels travaux. Sachant que les éventuels travaux, c'est l'État qui les demande. Donc on se dit 4,75 et c'est faux de penser que tous les péages ont augmenté de 4,75%. Non, certains ont augmenté de 8%, 7%. Le Paris-Lyon, plus de 8%. En revanche, le Bordeaux-Pau, à peine 1%. Oui, c'est ça. Après, il y a des distorsions tarifaires. Maintenant, on appelle ça comme ça. Oui. Et effectivement, on a une personne qui a monté un site qui s'appelle Autoroute Éco. Ça, c'est génial. Ça, j'ai trouvé ça très incroyable. Bon plan. Ouais, c'est un bon plan. Autoroute Éco, on va lui faire de la pub. Donc, vous rentrez votre trajet. Ça vous dit combien fait, je dis n'importe quoi, un Paris-Lyon. Et en fait, il vous explique à quel péage il faut sortir. Et vous re-rentrez automatiquement et vous faites des économies. C'est ça, de 10%, l'exemple que vous montrez, on se dit oui, bon, c'est 2 €. Moi, je suis montée avec lui parce qu'il y a quelque chose. Alors, on parlait d'alors de contre-intuitif, c'est très contre-intuitif. On a l'impression que quand on achète des yaourts à l'unité, c'est plus cher. Et on se dit, si je sors à chaque sortie et que je paye en plusieurs fois, il y a plusieurs actes, c'est plus cher. Or, non. En fait, plus vous sortez, moins vous payez. Et alors, on nous dit, mais alors attends, l'essence, le temps. Alors, c'est honnêtement, vous perdez 1 à 2 minutes. Parce que moi, je l'ai fait plusieurs fois pour essayer de voir et tout. Et parfois même, vous gagnez du temps parce que finalement, il n'y a pas la queue. Donc, il suffit juste de sortir et de re-rentrer. Et vous regardez et vous faites des économies quasiment systématiquement. Alors ça peut aller de 10 centimes à presque 30% de votre trajet. Comment donc, en il a trouvé ça, lui Alors en fait, il est le péage d'Anceny, qui est à côté de chez lui. Effectivement, un jour, il s'est trompé, il est sorti, et puis il est re-rentré, puis il a fait le calcul, il dit mais je comprends pas. Et en fait, chiffre, oui, c'est un passionné de ça, il adore. Et en fait, pour lui, c'est un acte politique, c'est-à-dire que même si il se dit je vais économiser 10 centimes par-ci, 30 centimes par-là, effectivement, si vous faites l'addition sur l'année ou sur le nombre d'usagers, il se dit voilà, d'ailleurs, il dit très bien, il vous tape au portefeuille, tapez-les au portefeuille. Alors comme d'habitude dans complément d'enquête, il y a aussi des révélations. Vous expliquez, et ça c'est assez dingue, comment Vinci exploite à la fois les autoroutes, mais Vinci c'est aussi une société de travaux, donc il touche des deux côtés. Alors Vinci et Eiffage ont des boîtes de BTP qui sont adossées. Donc, alors tout ça est parfaitement légal, mais effectivement, d'ailleurs, se pose la question, et Gilles Carrez pose la question de si ça aurait pu passer dans d'autres pays. La SANEF, donc sur les 3, eux, ils n'ont pas de boîte de BTP adossée, donc effectivement, ça règle un peu le problème. Mais c'est vrai qu'on se dit... Il n'y a pas d'appel d'offres obligatoire ? Si, il y a des appels d'offres obligatoires. Effectivement, il y a des appels d'offres obligatoires, mais très souvent, ils les remportent. Donc, parce qu'effectivement, c'est c'est-à-dire que quand on sait exactement combien ça coûte d'entretenir, on est capable de faire un devis qui rentre bien dans les clous, qui est plus intéressant, voilà. Mais effectivement, comme disait Rola, c'est tout à fait légal, mais c'est vrai que c'est double jackpot, on va dire ça comme ça. L'État leur demande de faire des travaux, ils les font faire par leur C'est incroyable, ce passage que vous verrez ce soir. C'est super profit, on les explique comment? Ça veut dire que c'est pas le juste prix qui est payé Alors, les super profits, ils s'expliquent pas seulement par les travaux, ils s'expliquent par les contrats de concession qui, en 2005, leur ont été extrêmement favorables. En fait, Bruno Le Maire a fait un mea culpa il y a quelques semaines. On s'est trompé dans nos calculs de projection. C'est hyper difficile d'estimer la rentabilité de ces sociétés concessionnaires parce qu'on les estime sur la fin de leur contrat. Donc en gros, il faut faire des projections. Et à l'époque, les projections qui ont été faites en 2005 n'ont pas été les bonnes. On a mal estimé combien ils gagneraient. Pourquoi on ne les contraint pas à faire baisser les tarifs? C'est la question. Ces contrats, ils ont été tellement, on va dire, rédigés vite peut-être, je dirais, pour être sympa. Ou par des très bons avocats. Par des très bons avocats côté société concessionnaire, qu'il n'y a pas eu de clause de revoyure. Et c'est d'ailleurs le mea culpa que fait Dominique de Villepin dans le doc. Il dit oui, on aurait peut-être dû leur tordre un peu le bras pour ajouter ça. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas renégocier ces contrats. Oui, mais ils sont figés jusqu'à la fin, c'est-à-dire pour certains 2086. On ne peut pas leur dire. Mais par exemple, la France Insoumise qui demande que les trajets, qu'on ait un trajet de vacances aller-retour offert, pourquoi ils le font pas? C'est pas écrit dans les contrats, ils n'en ont pas l'obligation. Non, mais ils peuvent le faire. Ah bah ça, ce serait un cadeau. Vinci peut dire j'offre les vacances, comme je gagne 2 milliards d'euros, j'offre un aller-retour pour les vacances, comme le demande la France Insoumise. On s'est beaucoup endetté, on a beaucoup investi, et
Copé, c'est le patron de Vinci Autoroute que Rolla est allé attraper dans la rue. Vous connaissez maintenant. À la sortie d'un cocktail. Voilà. Et donc effectivement, et en fait, quand il nous répond, il me dit, mais en fait, les contrats se terminent en 2030, 2080. À un moment, je lui dis, mais en fait, vous êtes déjà rentré dans vos frais. Et lui, il répond, mais imaginez, il y a la 3e guerre mondiale, il y a eu le Covid, il y a eu la crise de 2008. C'est-à-dire que lui, il dit, vous pouvez pas me dire que je fais des super profits tant que le contrat est pas fini. Si ça se trouve, si jamais je perds énormément d'argent un jour parce que on interdit les voitures, j'en sais rien, et ben ce sera pour ma pomme. Donc après c'est un argument qui s'entend aussi, mais certains spécialistes, des élus, des experts et tout vous diront qu'ils sont déjà rentrés dans leurs frais et qu'on pourrait tout à fait arrêter les raccourcir la durée des concessions. C'est la question aussi qui est posée et visiblement c'est ça il veut pas lui. C'est toujours le même problème, c'est que les contrats ont été tellement bien ficelés à l'époque qu'on ne peut rien leur imposer sans leur accord. Donc ça veut dire qu'il faut que FH, Vinci et la SANEF soient d'accord pour qu'on raccourcisse la durée des contrats, pour qu'on puisse le faire. Donc autant vous dire que ça n'arrivera pas. Est-ce qu'il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place pour boycotter les autoroutes? Est-ce qu'on est vraiment obligé de passer par les autoroutes? Alors non, vous êtes obligé à rien, sauf que finalement de plus en plus de personnes prennent le réseau secondaire, mais le réseau secondaire finalement c'est plus fatigant. Du coup finalement le fait de ne pas prendre les autoroutes et de prendre plutôt les départementales et nationales qui sont pas prévues, il y a des lits de poules, donc il faut les entretenir. Donc finalement, quelque part, il y a quand même un problème, c'est-à-dire qu'on vous laisse le choix, mais en réalité, vous l'avez pas vraiment en fait. Puis le temps, c'est de l'argent. Vous voulez gagner du temps. L'autoroute, ça va plus vite, c'est plus confortable, et finalement, vous êtes obligé de payer. Donc non, il y a quand même des questions qui se posent à minima. Marianne consacre un dossier aux autoroutes cette semaine. Vous avez travaillé ensemble. On a travaillé ensemble, on a collaboré sur cette enquête. Le pillage continue. Ils sont un peu moins mesurés que vous dans le titre. En tout cas, c'est passionnant. C'est à découvrir ce soir dans Complément d'enquête. Vous comprendrez un peu mieux comment sont fixés ces tarifs, pourquoi ces sociétés font des super profits, et puis surtout, redites le site là de ce Autoroute Éco. Il va exploser son site à Franck. Autoroute Éco. Donc vous rentrez votre destination et vous allez, faire parfois plus de 10% d'économie. Jusqu'à 30%. Jusqu'à 30% d'économie, juste en rentrant, en sortant plusieurs fois. C'est incroyable. Et puis n'oublions pas, ça roule sur Sud Radio le week-end. Tous les conseils automobiles. Absolument. Et dans un instant, Jean-Jacques Bourdin qui reçoit. Ça roule, c'était Pierre Chasseret. Voilà. On parle auto. On parle auto. Et on reçoit. Jean-Jacques Bourdin qui reçoit Thibaut de Montbrial pour revenir sur les émeutes de la nuit dernière. À tout de suite. Sud Radio.